Bonjour, je suis Simon Charbonneau, courtier en réassurance traitée. Et je suis Alexandre Tinos. Nous sommes tous les deux de Day-On et vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, Prou, ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Alors Alex, on est revenu aujourd'hui avec un épisode qu'on attendait depuis quelques temps, qu'on prépare. Un sujet extrêmement intéressant. Vraiment. Un sujet que plusieurs d'entre nous peut-être connaissent peu. C'est la réassurance. Oui, vraiment. Puis je suis vraiment content de vous recevoir, les gars, aujourd'hui. Moi, c'est un sujet qui m'anime, veut pas, parce que j'y connais très peu. Fait que ça va vraiment être intéressant. Je pense que ça va rejoindre aussi les auditeurs. C'est quelque chose qu'on parle plus ou moins dans notre domaine en tant que courtier. On se limite à nos discussions, nos échanges avec l'assureur. On comprend la réalité de l'assureur, mais d'aller un step plus haut puis de penser au réassureur, c'est pas dans notre day-to-day. Puis je pense qu'aujourd'hui, vous allez nous éclairer un petit peu là-dessus. Ça va être vraiment le fun. Avant qu'on aille plus loin, je vais juste vous présenter. Alors, on a la chance juste d'avoir avec nous Alex Tinos, qui est vice-président en réassurance traitée chez E.ON, et Simon Charbonneau, qui est également vice-président adjoint au niveau de la réassurance traitée chez E.ON également. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Très apprécié. C'est deux fans déjà d'accident de parcours. Hein? Ah, ben, on l'espère. Ben oui, certainement. Écoute, on commence l'épisode de la même façon qu'on le commence à toutes les fois, donc avec notre fameuse question accident de parcours. Votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à travailler en réassurance ou à être assis sur la chaise que vous êtes présentement chez E.ON, les deux? Donc, Alex, je commencerai avec toi. Ouais? Oui, on va y aller comme ça. Je vais commencer avec mon accident de parcours. Ouais. Un peu comme dans l'industrie de l'assurance en général. Oui, il y a des accidents, mais souvent on se retrouve dans des situations où l'accident survient à cause de où est-ce qu'on s'est rendu. Mon accident de parcours a commencé à l'Université Concordia, où est-ce que j'ai décidé de m'impliquer au sein de l'association étudiante en commerce, et j'ai aidé à monter pour la foire d'emploi. Et c'est là que j'ai donc rencontré une madame chez mon ancien employeur qui était au sein des ressources humaines. Donc, en l'aidant, tout simplement comme ça, on s'est mis à jaser. Et puis, elle m'a parlé de l'industrie de l'assurance. Donc, fast forward 15 ans plus tard, après un cheminement en souscription, j'ai décidé de regarder le côté courtier de l'industrie. Et c'est effectivement en réassurance que j'ai trouvé justement mon poste. Et ça, encore une fois, c'était un accident. C'était quelqu'un qui avait tout simplement tombé sur mon CV. Puis on dit, vous avez le profil. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé en réassurance. Génial. Puis, dans ton expérience en assurance auparavant, c'est avec quel employeur? On peut-tu le nommer? En assurance? Oui. Oui. J'ai commencé ma carrière avec Chubb. Chubb? Oui, Chubb du Canada. Et j'ai ensuite passé chez Trisura Garantie. Oui. Oui, donc à Montréal. Et pour ensuite me rendre chez E.ON en 2015. 2015. Fait que ça fait 6 ans, 7 ans. 7 ans, oui, déjà. Ans, 7 ans. Excellent. Ouais. Simon? Oui, alors mon accident de parcours, c'en est un à moitié, je dirais. Alors, pendant que je faisais mes études universitaires en administration des affaires, spécialisation finance, comme Alex, en fait, on a le même. J'étais au courant qu'il y avait des opportunités de carrière en assurance de dommages, mais je ne connaissais pas vraiment le domaine. Je n'avais pas de parents ou d'amis qui étaient dans le domaine. Puis même dans nos cours universitaires en finance, on s'entend que l'assurance fait partie du monde de la finance. Oui. Je pense qu'il y a un chapitre d'un cours qui a parlé un petit peu d'assurance de dommages. Alors, mais je savais qu'il y avait des opportunités, alors je gardais toujours l'esprit ouvert. Et comme de fait, quand j'ai gradué, Accès Assurance engageait des récents gradués pour un programme de formation pour devenir souscripteur en assurance des entreprises. Alors, j'ai appliqué. C'était l'AXA Academy, hein? Oui, c'est exactement. Petite anecdote, pour me préparer à l'entrevue,
Je connaissais rien. Mon père m'a aidé. On s'est assis ensemble. On a sorti la police d'assurance habitation de la maison pour la regarder, pour essayer de comprendre des choses. Et alors, au moins, quand je suis arrivé à l'entrevue, je savais c'était quoi une franchise. mais pas beaucoup plus. Mais bref, ça s'est bien passé parce que j'ai été engagé. C'est comme ça que j'ai commencé chez AXA. C'est un beau programme de formation, une belle façon d'être introduit dans l'industrie. Ouais. C'est le fun, c'est là qu'on s'est connus. Puis, tu sais, Simon, tu as été beaucoup impliqué aussi à l'époque là, avec la relève en assurance. Fait que on voit que les relations ont servi, puis on reste en contact. Puis c'est ça qui est le fun dans l'industrie, c'est qu'on se fait des contacts autant en début de carrière que pendant. Exactement. Puis ça demeure des gens avec qui on est proche, puis je pense qu'il faut le souligner. C'est le fun de développer autant des relations d'affaires, mais également des amitiés. Oui, c'est tellement vrai, puis c'est un petit monde. Hein? Fait que tu rencontres des gens à un certain moment de ta carrière, puis tu les revois plus tard, comme par hasard, dans d'autres situations. Donc, AXA, et de AXA jusqu'à E.ON, qu'est-ce qui s'est passé? Après le programme de formation, j'ai eu différents rôles. Alors, pour commencer en souscription, bien entendu, en souscription d'assurance des entreprises, et principalement en assurance spécialisée, en assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, plus communément appelé le D&O dans l'industrie. Alors, j'ai été souscripteur pendant quelques années. Ensuite, j'ai évolué dans des rôles au niveau du développement des affaires. Alors, tout ce qui est la gestion de la distribution, j'étais très proche des courtiers durant cette période-là. Puis, par la suite, j'ai évolué dans des rôles plus en gestion d'équipe de souscription. Chez différents assureurs, là, j'ai commencé chez AXA, ensuite quelques années chez Chubb. C'est là que j'ai connu Alexandre. On se connaît depuis plusieurs années. Et ensuite chez Intact. Puis maintenant, je suis en réassurance chez E.ON depuis bientôt 2 ans, en décembre. Ça va faire 2 ans. Et alors, c'est vraiment, je découvre un monde passionnant, qui a ses défis. Aussi. Alors, même si j'ai 17 ans d'expérience dans l'industrie, chez différents assureurs, dans différents rôles, il y a un apprentissage. Alors, c'est intéressant, mais oui, ça amène on apprend encore. Après tout le parcours que vous avez fait, là, il y a encore la place pour l'apprentissage. Ah, définitivement. Écoute, moi, j'en apprends encore après 7 ans. Et puis, je pense que c'est une industrie, surtout en réassurance, où est-ce qu'on continue à en apprendre continuellement, même dans vos rôles en assurance également, j'en doute pas. Mais c'est ça qui me passionne, c'est le fait qu'on apprend quelque chose de différent à tous les jours. Ouais. Bien, ça, on va dans le vif du sujet. Mais avant, je veux juste avoir une petite mention pour un de nos partenaires, Primaco. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise. Primaco est une entreprise qui nous aide à réaliser le podcast, qui est notre partenaire principal cette année. Et en fait, Primaco, je peux dire un petit mot sur eux. Ils ont vu le jour en 1962 dans le Vieux-Montréal. Ils n'ont jamais cessé de croître, d'innover pour les solutions de paiement pour les courtiers. Donc, c'est des pionniers dans ces solutions-là. Et puis, on veut les remercier leurs employés également, parce qu'ils nous supportent beaucoup. Puis, c'est très apprécié. Vraiment. Revenons à notre sujet de réassurance et passons au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la réassurance? J'aurais besoin qu'on commence avec une définition pour éclairer les auditeurs, là, pour vraiment savoir. Je peux donner une définition très simple. La réassurance, c'est de l'assurance pour les compagnies d'assurance, tout simplement. C'est un transfert de risque financier ou une portion d'un risque financier, tout comme l'est l'assurance. Alors, l'assurance, c'est le même principe. Un particulier va acheter une assurance pour transférer une partie de son risque financier, une perte de maison, d'auto, de risque de causer des dommages à des tiers. Un assureur va également vouloir transférer une partie de son risque financier. Puis ça peut même se passer à plus grande échelle aussi. Alors, les réassureurs achètent de l'assurance aussi. Ah, c'était ma prochaine question. Ah oui, ça va à grande échelle. On appelle ça de la rétrocession. Okay. Et là, on est rendu à des transferts de risques et des transferts, diversification de risques à grande échelle, à l'échelle mondiale, rendu à ce niveau-là. Okay. Je pense que ça serait intéressant de creuser dans ces étages-là, si on peut dire, de l'assurance, aller peut-être plus en profondeur. Donc, écoute, on parle d'assurance pour les compagnies d'assurance. La fonction de réassurance, on en a glissé quelques mots un petit peu, mais tu voudrais peut-être
peut-être avancer un petit peu là-dessus, là, les capacités, comment ça fonctionne à ce niveau-là. Alex? Oui, en termes de fonction de réassurance, il y en a 5 essentielles. La réassurance, parce que c'est une forme de capital que les compagnies d'assurance peuvent utiliser, on doit retourner à la base de qu'est-ce que c'est, à l'essence même, la transaction de l'assurance, pour savoir que tu as un passif et un actif. L'actif étant la prime et le passif étant le passif relié à cette prime-là. Et il y a évidemment le BCIF ou l'AMF qui va qui va essentiellement encadrer les assureurs pour dire que vous avez besoin de maintenir un certain niveau de capitaux, de fonds propres. Okay? Donc, il y a en lien avec le nombre d'assurés ou de polices d'assurance qui ont en vigueur au moment. Exactement. Okay. Donc, on parle ici de la ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital. Donc, à la base même, à cause de cette réalité-là, parce qu'on est une industrie qui est régie très rigoureusement en termes de suffisance de capital, pareil comme toute institution financière. D'ailleurs, le capital que les compagnies d'assurance doivent maintenir en place, il y a des façons de le gérer et il y a des façons de l'optimiser. Et est-ce que, si on part, je vais utiliser l'exemple de Trisura Garantie, okay, qui a vu le jour dans le début des années 2000. Aujourd'hui, si tu veux faire une application pour te partir en assurance, comme une compagnie d'assurance, une compagnie de souscription, aujourd'hui, il te faut, à mémoire, 25 millions de capitaux, de fonds propres. Okay. Aujourd'hui. En date de 2005, quand Trisura a vu le jour, je crois que c'était 5 millions. Mais aujourd'hui, je crois que le montant a augmenté, mais donc, quote me on that, excuse-moi. Oui. Mais c'est ça. Donc, on voit que les exigences sont de plus en plus élevées. Exact. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va se partir d'une compagnie d'assurance, moi et toi, nous quatre ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre nos fonds, mais à part ça, on peut aller chercher des capitaux d'autres façons. On peut aller chercher de la dette, on peut aller chercher des investisseurs additionnels, on peut aller utiliser de la réassurance. Donc, c'est une source de capitaux pour renflouer les fonds propres. Okay? On peut l'utiliser comme ça. Si c'est un nouveau territoire et on n'a jamais souscrit dans un territoire, dans une géographie particulière, aujourd'hui, on écrit simplement au Québec, mais on veut étendre notre portefeuille dans les maritimes. Okay? Suite à un ouragan aujourd'hui, je ne sais pas si c'est nécessairement la meilleure idée, mais oui. Alors, rendu là, est-ce qu'on a les spécialités, les capacités, ainsi de suite? Les réassureurs vont pouvoir nous aider. Donc, à ce moment-là, ils vont nous fournir de l'analytique, des ressources actuarielles ou des ressources de souscription. Donc, ils vont nous aider à rentrer, pénétrer dans des nouveaux marchés, autant des marchés, des nouvelles lignes d'affaires ou des nouvelles régions. Une ligne d'affaires. Ouais. OK. Exactement. Donc ça, c'est des sources différentes, des fonctions différentes de la réassurance. Et à travers tout ça, il y a évidemment les rendements. Là, j'ai utilisé l'exemple qu'on s'est parti en assurance. On a parti notre compagnie d'assurance comme Mike George l'a fait en 2005 et chez Trisura. Et puis, on a des investisseurs, on est nous-mêmes des investisseurs, on va avoir des bons rendements et on veut également protéger nos fonds propres, nos capitaux. Alors, il y a également la stabilisation dans les résultats pour éviter d'avoir à payer pour la volatilité des sinistres avec nos fonds propres. Donc, la stabilisation des résultats est très importante aussi. Donc, une des fonctions principales également de la réassurance. Comment on fait la stabilisation? Excuse-moi. Ça s'exécute comment, cette... Alors là, quand on parle de la stabilisation, ici, pensons à des sinistres, plusieurs sinistres sur une graphe. Et on va avoir des pics et des vallées. Okay? Donc, les pics et les vallées. Tout simplement, ce qu'on essaie de faire avec la réassurance en stabilisant, c'est qu'on élimine les pics. Tout simplement, dans la sinistralité. Donc, la réassurance, on va payer les réassureurs, évidemment, pour le transfert de ce risque-là, et eux autres vont venir indemniser les cédantes. On appelle les compagnies d'assurance qui se procurent de la réassurance des cédantes, parce qu'ils cèdent aux réassureurs le risque. Et les réassureurs vont embarquer pour les pics à partir duquel une rétention est établie. Donc, c'est là où est-ce qu'on va stabiliser nos résultats et limiter les pertes qu'on va subir à nos bilans financiers. Ta ligne va s'égaliser tranquillement. Tes creux vont se rapprocher parce que c'est avec ça que tu vas payer ta prime au bout de la ligne. Exactement. C'est ce qui fait en sorte que, en termes d'industrie,
on est forcément plus volatile que, par exemple, l'industrie bancaire. OK, on est tous les deux dans l'industrie financière, la grande industrie financière, mais on est plus volatile parce qu'on fait affaire à des forces externes, dont les tremblements de terre, tout ce qui est catastrophes naturelles, ainsi de suite, ce qui va augmenter drastiquement la volatilité dans un portefeuille en termes de sinistralité. Fait qu'on parle de pic, c'est en partie ces risques-là que tu viens de nommer qui peuvent être ciblés dans la réassurance, autrement dit. Exactement. Exactement. Si je peux rajouter deux points par rapport à les fonctions de réassurance, ça permet aussi d'augmenter la capacité de souscription. Alors, ça aussi, c'est un volet important. Alors, vraiment? Ça permet pour des assureurs de souscrire des plus grands risques qui, normalement, ils seraient moins confortables à souscrire. Et pour Est-ce que tous les assureurs font ça? Non, mais question ouverte, là. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on... Je dirais qu'il y a des assureurs qui, dans leur propre gestion d'affaires, essaient de ne pas utiliser de réassurance facultative. Donc, ça va nous apporter... On va y venir après ça, mais... Ça va nous apporter peut-être à la prochaine. Donc, il y a des réassureurs qui, oui, vont décider de ne pas utiliser stratégiquement de la réassurance facultative. Mais en général, oui, les assureurs vont utiliser de la réassurance, surtout traitée. C'est très commun dans l'industrie, tout simplement pour subvenir aux exigences de l'AMF et du BCIF par rapport à la suffisance des capitaux. Oui, le dernier point, Alex a parlé, c'est l'accès à l'expertise, mais je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Ça peut être une alternative très souvent. Quand on est un assureur, on veut avoir accès à un nouveau marché, une nouvelle région, un nouveau produit, une nouvelle ligne d'affaires. On pense souvent au MGA, au grossiste, qui est une excellente alternative en passant. Mais faire un partenariat avec un réassureur, avec un traité proportionnel, où est-ce que l'assureur peut céder une très grande partie des primes et des risques au réassureur par en arrière. On ne le voit pas, l'assureur offre le produit, mais en arrière, tout le reste est transféré. C'est une autre bonne... Je vais donner un exemple. Un produit qui est très en demande au niveau des courtiers, mais qui est peu disponible au niveau des assureurs, le cyber. Oui. Dans le fond, plusieurs assureurs doivent travailler ou doivent tenter d'obtenir des traités, j'imagine, à cet effet-là. En tout cas, on l'espère. Oui. Non, mais parce que c'est une ligne qui est extrêmement en demande puis peu disponible. Donc, tu sais, c'est le genre de choses que les compagnies d'assurance canadiennes peuvent faire pour être en mesure d'offrir ce produit-là sans se mettre à risque nécessairement. Et l'objectif de l'assureur... En réduisant le risque, pardon. Oui. Non. L'objectif de l'assureur dans cette situation, c'est d'agrandir sa gamme de produits, d'être capable d'être diversifié, puis d'offrir sous une même image, même bannière, autrement dit, différents trucs. Il y en a pour lesquels il y a une meilleure expertise, donc des meilleurs résultats. D'autres, peut-être pour lesquels, surtout les nouveaux produits qui sortent, j'imagine, on va tenter peut-être d'utiliser le réassureur pendant une période de temps au moins, ou peut-être d'une certaine... OK. C'est très clair. Au niveau des types de réassurance, là, on a entendu des mots un peu plus tôt, là, traité, facultative. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les différences? On appelle, comment on appelle ça? Peut-être nous faire un peu un portrait de tout ça, ça serait intéressant. D'accord. Je vais commencer, puis tu vas enchaîner? D'accord. Comme ça, OK. Bien, on va commencer avec la réassurance facultative, et je pense que pour la majorité des souscripteurs, des courtiers, quand on pense à la réassurance en premier temps, là, on pense probablement à la facultative. La facultative, c'est la réassurance qui va être applicable à un risque en particulier. Donc, un risque spécifique, vous avez une grosse manufacture, en quelque part, les valeurs assurées excèdent le montant de capacité qu'on est prêt à commettre en tant qu'assureur. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on aime le risque? Oui, le risque, c'est un bon risque, mais c'est tout simplement la capacité qui nous manque. On peut communiquer avec un courtier de réassurance en réassurance facultative ou aller directement chez un réassureur pour obtenir de la réassurance facultative pour ce risque-là. Et le nom facultatif, c'est que c'est souscrit sur une base unique d'acceptation de risque ou non. Et c'est à la cédante de décider est-ce que j'accepte la réassurance, les termes et conditions du réassureur pour ce risque-là. Donc, c'est facultatif. Okay. Est-ce que tous les types de risques
sont souscrivables dans ça? Ou, Oui, éligible à la souscription, je dirais que oui. Je dirais qu'en général... Tu parles d'assurance en bien? Assurance, ça peut être assurance bien, ça peut être assurance... ça peut être assurance responsabilité également. Okay. Oui, c'est en responsabilité, on l'utiliserait peut-être un peu plus pour essayer de ventiler, si on veut maintenir une certaine limite sur une tour excess, par exemple. Par contre, on ne voudrait pas mettre un plein 5 ou 10 millions dans le contrat. On voudrait ventiler un peu notre exposition. On pourrait utiliser de la réassurance facultative à l'intérieur même de notre propre tranche, qui serait complètement à l'insu de l'assuré et des autres participants. Les autres participants du courtier. Oui, exact. OK. Exact. À part si tous les assureurs vont voir le même réassureur à un moment donné, ça se parle-tu? Ou ils font des... Oui, exactement. Il va avoir une certaine concentration que les réassureurs vont être capables de percevoir, évidemment. Oui. Okay. Mais ça, c'est pas quelque chose que le réassureur va partager avec ses clients non plus. Non, c'est ça. Il peut être sur le même risque à plusieurs niveaux dans la tour d'assurance. Oui. OK. Tout à fait. Tout à fait. Je ne veux pas qu'on aille trop loin là-dedans parce que je ne veux pas qu'on perde des gens, là, mais je trouve que c'est intéressant. Ouais. Puis là, ensuite, ça nous amène à la réassurance traitée. Oui, la réassurance par traité, en fait, c'est la réassurance pour un portefeuille de risques. Okay. Alors, très souvent, qui va être des risques homogènes, alors similaires. Ça peut être un traité en assurance des biens, en assurance responsabilité civile. Il peut aussi avoir des traités multilignes, par exemple, pour assurer un portefeuille de police combinée commerciale. Mais il y a quand même les risques sont d'une certaine façon similaires pour faire partie d'un même traité. Et justement, les risques qui font partie d'un traité sont prédéterminés à l'avance, sont négociés à l'avance. Okay. Alors, une fois que le traité est en vigueur, l'assureur a l'obligation de céder les risques au traité et le réassureur a l'obligation de les accepter. Alors, ça se fait de façon automatique, c'est contractuel. Alors, il n'y a pas de souscription individuelle sur des polices. Alors, c'est là qu'on est vraiment dans une souscription. Oui, ça tombe dans les paramètres du traité. Ça devient une souscription, on va en parler tout à l'heure, plus qui est de portefeuille d'assurance et non d'un risque en particulier. OK. Ouais. Puis, ça se négocie par type de risque, produit? Oui, là, il y a différents types de traités pour différentes lignes d'affaires. Les options sont... il y en a plusieurs. Okay. Normalement, c'est des traités annuels, biannuels? Comment c'est... Dans la plupart des temps, c'est annuel. Oui, annuel. Oui, typiquement, c'est annuel. On va en voir parfois qui sont pluriannuels. Donc, je pense, entre autres, on fait également du courtage pour de l'assurance bien, mais aussi pour de l'assurance maladie, par exemple. Okay? Et j'en ai quelques-uns de mes clients qui ont des traités pluriannuels, donc des 2 ans. Des 3 ans, c'est rare. J'en vois moins, mais ça se fait. Dans l'agricole aussi, on le voit, du pluriannuel, où est-ce qu'une année va performer d'une certaine façon, mais on est capable d'aller chercher plusieurs années pour essayer de mitiger un peu la volatilité. Il doit y avoir plusieurs défis là-dedans, parce que si on a un assureur, on s'entend que les dates d'échéance des polices d'assurance sont tout au long de l'année. Vous négociez un traité, exemple, on va dire 1er janvier pour un assureur, bien, il y a des risques qui sont déjà à 6 mois, il y en a qui vont être souscrits, et puis les paramètres peuvent être différents d'une année à l'autre. Donc, un risque qui était acceptable en réassurance ne l'est peut-être plus l'année d'après, mais il est encore dans le portefeuille. Tu sais, il doit y avoir quand même de la négociation puis une certaine gymnastique à ce niveau-là? Ou c'est assez regroupé? L'analyse est souvent basée sur les plus récents résultats annuels. OK. Alors, il y a peut-être un petit peu moins d'emphase sur en cours de terme, là, quand on présente un risque au réassureur. C'est vraiment sur le macro du portefeuille. Il n'y a pas une analyse, OK, ça c'est des 10 000 dossiers, puis on les regarde presque un à un. Okay. Non, tu as donné un exemple. Tu vas avoir ta classe d'affaires qui va être établie, puis tu vas avoir également les limites. Donc, les classes d'affaires vont être expressément énumérées, et il va y avoir également des exclusions de classes d'affaires qui vont être expressément énumérées. Donc, en autant que ces classes d'affaires-là font partie du portefeuille ou ne font pas partie du portefeuille, ça c'est prédéterminé, puis là je parle précisément de la réassurance traitée.
À ce moment-là, c'est déjà préétabli. Puis des assureurs qui changent de classe d'affaires d'une année à l'autre, c'est quand même assez rare. Là. On est une industrie quand même relativement stable, même très stable. Et des changements de classe d'affaires comme ça ne survient pas très, très souvent. Où est-ce qu'on va avoir des différences qui vont être à négocier d'une année à l'autre? C'est au niveau des valeurs, des montants par risque. Donc ça, c'est des montants par risque qui vont être préétablis pour déterminer, je ne souscrirai pas de police D&O de plus de 10 millions de dollars. Je ne mettrai pas plus que 10 millions au BAT, par exemple. Est-ce que ça m'empêche en tant qu'assureur de prendre un risque à 15 millions? Non. Mais il ne sera pas sujet au traité. Donc, tu vas chercher la facultative. Exactement. Ça, c'est un bel exemple où est-ce que la réassurance facultative pourrait entrer en ligne de jeu. J'ai bien compris. C'est déjà pas pire. On parle de facultative, on parle de traité. Il y a des termes que vous aviez abordés lorsqu'on a préparé l'enregistrement aujourd'hui. Oui. On a parlé de proportionnel puis la non proportionnelle. Je pense que tu en vas un peu en relation, puis ça serait intéressant d'explorer ces termes-là. Ça fait partie des quatre types, formes de réassurance. On en a vu 2. Ouais. On peut voir les deux prochaines. Peut-être je peux commencer avec la proportionnelle. Alors, c'est de la réassurance où le réassureur et l'assureur se partagent les primes et les sinistres dès le premier dollar. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, on a un traité quote-part avec une cession de 50 %. Alors, 50 50-50. Des primes et des réclamations. Et des sinistres, exactement. Okay. Puis généralement, dans des traités proportionnels, le réassureur va payer une commission à la cédante, à l'assureur. Généralement. Alors, voilà pour la réassurance proportionnelle. Puis, il reste la non proportionnelle. La non proportionnelle, oui. La non proportionnelle, c'est essentiellement de la réassurance excess, en excédent de sinistre. Donc, excess of loss, on va retrouver un concept que vous êtes très familier. Il y a une rétention. Puis au-delà de la rétention, c'est là où est-ce que les réassureurs vont embarquer. Donc, le risque se fait partager par moyen de primes, tout simplement, qui est tarifié sur l'exposition totale du portefeuille. Mais la cédante ne partage pas la prime dès le premier dollar. Ce n'est pas un partage proportionnel dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle de la non proportionnelle. C'est de l'excédentaire, donc en excédent d'une rétention. Okay. Et c'est pas infini. Il y a un montant maximal, bien entendu, la limite d'un traité ou pour la facultative, la limite de... Qu'est-ce que ça veut dire, la limite qui pourrait payer sur une... Oui, le réassureur va rembourser tout ce qui est en excédent de rétention, mais jusqu'à concurrence de la limite d'un traité ou du certificat de réassurance facultative. Là. Il y a quand même... une limite. Non, c'est ça. Puis pour la non proportionnelle, là, c'est là qu'on retrouve des grosses tours de capacité qui sont montées par des courtiers au bénéfice des cédantes. Donc, ça va ressembler à des tours de garantie que vous allez monter pour vos propres clients en assurance. Et rendu là, donc, il va y avoir des tranches de limites qui vont être préétablies par la tranchéité du portefeuille. Donc, c'est un peu les règles générales de statistique, là, la règle de 80-20. C'est pas si simple que ça nécessairement, mais on essaie d'avoir les basses tranches qui vont répondre plus fréquemment, qui vont être plus susceptibles à des augmentations tarifaires advenant de la sinistralité pour ainsi libérer les tranches plus élevées pour vraiment venir répondre et subvenir aux besoins vraiment catastrophes à haute volatilité qui vont frapper moins souvent, moins fréquemment, mais avec beaucoup plus de sévérité. Donc, c'est un peu de la façon qu'on va venir gérer l'achat de la réassurance, conjointement, évidemment, avec la rétention et l'appétit au risque qui est préétabli par les cédantes. Ouais. OK. Ça nous donne quand même des bons... Je pense qu'on peut penser à des exemples là, de ce type de... Y a-t-il peut-être des exemples frappants, un ou deux que vous pourriez nous partager en réassurance en termes de réclamation? Qu'est-ce qui déclencherait une... J'avais pensé à cette question-là, puis je disais, je ne partagerais pas nécessairement un exemple. Mais pas un exemple d'une vraie situation, mais qu'est-ce qui pourrait représenter une réclamation? Toute perte majeure
que ce soit en responsabilité civile ou en bien, là, quand on arrive à un règlement en civil dans les 7 chiffres ou une perte en bien dans les 7 chiffres, pour la plupart des programmes de réassurance au Canada, la réassurance à un certain niveau va embarquer. Alors, c'est les mêmes réclamations en réassurance qu'on voit en assurance. Est-ce que le réassureur est avisé jour 1? Par exemple, il y a un incendie, 50 millions de dollars, un bâtiment industriel. Est-ce que le jour 1 aux déclarations de la sinistre, le réassureur va également faire son enquête ou non, il se fie sur le règlement de l'assureur primaire? Bien là, OK, là, je viens d'entendre quelque chose que j'aimerais mettre au clair tout de suite. Les réassureurs ne font très rarement d'enquête, OK? Donc, ils n'ont pas le même rôle que la compagnie d'assurance en partant, OK? Le réassureur est là pour indemniser l'assureur, son client, la cédante. OK? Pas d'experts en sinistre sur la route travaillent pour des réassureurs. Non, exactement, exactement. Fait qu'en réassurance traitée, tout est préétabli. En autant que ça rentre dans le carré de sable, regarde, c'est payable. Puis c'est une question, de pérennité de la compagnie d'assurance, de la cédante, d'être en mesure de recouvrir des sommes. Fait qu'on revient au début à la garantie financière. Exactement, exactement. Fait que où est-ce qu'on va avoir, où est-ce qu'on pourrait avoir des conflits ou des différences d'opinion, ça sera réglé par arbitrage, mais ça, c'est pas des enquêtes en soi, c'est plutôt des différences d'opinion par rapport au contrat ou qu'est-ce qui était l'intention du contrat, du traité. Mais le réassureur en soi ne fait pas un examen complet. Il va recevoir un First Notice of Loss, par exemple, notification de sinistre, et va être révisé, mais c'est tout simplement une transaction financière, rien plus. Où est-ce qu'on va avoir des notifications? C'est même pas dès le premier jour, malgré que s'il y a un gros feu. Par exemple, quand il y avait c'était quoi donc, à Rougemont? J'oublie. Le sport, en tout cas. Strom. Oui, c'est ça, quand il est passé au feu, on recevait des appels des réassureurs. Ils voulaient savoir exactement, OK, bon, est-ce que votre client a un exposé? Est-ce que c'est le client de votre client? Mais plus que ça, ils vont recevoir leur notification en bonne et due temps. Et souvent, c'est contractuellement préétabli, comme par exemple, si vous êtes susceptible que la réclamation dépasse 50% de la limite réassurée, là, la notification va embarquer. Mais avant ça, c'est les affaires de l'assureur. L'assureur n'a aucune obligation de notification autre que ce qui est préétabli dans le contrat. OK. Fait qu'il faut différencier ça d'un participant. C'est différent. Oui, c'est financier. On connaît nos assureurs au Québec, on connaît notre marché, veut pas. On connaît peut-être moins les réassureurs. Est-ce qu'on pourrait faire un peu un survol? C'est qui les joueurs qui sont dans cette tranche? Oui, ben, en fait, on peut commencer avec des assureurs, nous qu'on appelle dans l'industrie des assureurs domestiques. Alors, c'est pas des assureurs canadiens, mais c'est domestique parce que soit qu'ils ont une filiale au Canada ou une succursale. Il y a beaucoup de réassureurs européens, bien entendu. On peut parler des plus connus, Swiss Re, Munis Re, Hanover Re, SCAR, Partner Re, CCR, Re. Vous constatez qu'il y a toujours Re à la fin pour Reinsurance ou réassurance. Parce qu'il y en a qui ont leur division d'assurance. Oui. Certains sont uniquement des réassureurs, d'autres ont une division, mais ça reste que c'est un jargon de l'industrie. Aux États-Unis aussi, il y a Berkshire, Gen Re, Transatlantic Re. Alors ça, il y en a d'autres. Ah non, c'est ça, devant moi, c'est ça. J'avais préparé une liste. Là, on a 47, les 47 plus importants ici. Et quand on fait un survol des top 10, là, vous allez les reconnaître. C'est les noms que Simon a énumérés. Puis les deux premiers vont se passer le bâton d'une année à l'autre pour qui est en tête de la liste, soit Munich ou Swiss Re. Un des deux avec Hanover Re qui les talonne de près. Donc, puis il ne faut pas oublier le Lloyd's, évidemment. Oui. Donc, il y a des syndicats de Lloyd's qui sont également qui sont des syndicats de réassurance. Oui, mais souvent, ça peut être les mêmes syndicats, mais qui font de la réassurance. Puis c'est un joueur très important en réassurance, les Lloyd's. Je suis allé voir le rapport annuel de 2021 récemment, puis 36% des primes souscrites de Lloyd's, c'est de la réassurance. Alors, au Canada ou mondialement? Mondial. Alors, c'est non négligeable, la portion réassurance pour les Lloyd's. Ben oui, on est à un tiers.
Est-ce que la réassurance, à votre connaissance, ça a toujours existé ou ça fait très longtemps que ça existe? C'est-tu un marché qui existe depuis là? Je vous pose un peu la question out of nowhere. Là, pas préparé, mais c'est bon, c'est très bon. Hey, j'ai fait ce printemps mon dernier cours de PA. J'ai attendu ma 42e année pour terminer mon PA. Et j'ai terminé mon PA avec le cours C47 qui avait justement été réécrit. Puis le premier chapitre parlait de l'histoire. Puis là, je m'en souviens. Là, j'avais pas mon certificat du PA. Je t'en tiens. Ben là, on va appeler nos invités de l'Institut. Mais je dirais que ça remonte facilement aux années 1800. Je peux pas me tromper là-dessus. Là, mais... Non, mais c'est pas de quoi que dans les 50 dernières années qui a été créé, ça fait longtemps. Oui, exactement. Mais évidemment, ce qui a changé avec le temps, c'est la philosophie de la réassurance, puis qu'est-ce que ça représente et comment que c'est transigé. Donc, anciennement, c'était beaucoup plus un partage de risques de façon proportionnelle. Et ce qu'on a connu depuis les 50 dernières années, justement, c'est beaucoup plus un virage vers l'excédent sinistre, je dirais même depuis les 30 dernières années. Un virage beaucoup plus vers l'excédent sinistre, où est-ce que, en raison, entre autres, des augmentations très importantes qu'on a connues dans l'industrie suite à l'ouragan Andrew en 1992, ça a fait un choc dans le marché. Les primes ont augmenté et là, quand on est en proportionnel, ça nous coûte beaucoup plus cher en termes de marge. Donc, on est allé chercher des structures plus non proportionnelles. Donc, on s'est dirigé plutôt vers ce type de distribution-là. Au niveau de la distribution, ce que je comprends, c'est qu'il y a différentes façons de distribuer la réassurance. Il y en a que c'est direct, il y en a que c'est par courtage. C'est qui les principaux courtiers? C'est quoi l'environnement, mettons, canadien? Vous devez être un de ceux-là, je l'imagine. Mais à quoi ça ressemble, l'environnement? Le concept direct et par courtage existe en réassurance également, comme celui en assurance. Je dirais qu'au niveau de la réassurance, il y a beaucoup moins de courtiers. On peut parler là, globalement de peut-être 3 principaux joueurs. C'est sûr qu'il y en a peut-être plus que ça là, au total, peut-être, je sais pas moi, une dizaine, douzaine, des fois qui ont une expertise dans une niche en particulier, mais il y en a 3 principaux. Puis pourquoi il n'y en a pas beaucoup? C'est parce que ça prend beaucoup de ressources, des ressources analytiques, des ressources actuarielles. Puis quand on va parler peut-être tout à l'heure du rôle du courtier, là, vous allez comprendre, mais ça prend des investissements importants et une expertise accrue dans ce domaine-là pour commencer à faire du courtage en réassurance. Alors, c'est pas nécessairement... Pas n'importe quel courtier qui pourrait, s'improviser. Bon, je me lance dans la réassurance. Non, surtout quand... Puis j'en avais fait mention au tout début, les lignes directrices, OK? Les lignes directrices de l'AMF ou du BCIF, à même les lignes directrices requièrent que les conseils d'administration se procurent de la réassurance pour un événement tremblement de terre de 1 sur 500 ans. Donc, ils doivent se protéger à un niveau de retour de probabilité de 1 année sur 500. Ce qui fait en sorte que, également, dans la ligne directrice, il y a une exigence que les cédantes, que les compagnies d'assurance utilisent des logiciels de modélisation catastrophe bien. Et les licences pour ces logiciels de modélisation-là font en sorte que c'est non économique pour la majorité des compagnies d'assurance de s'adhérer. Donc, nous autres, en tant que courtier de réassurance, on va regrouper tous nos clients, on va essentiellement regrouper notre pouvoir d'achat. On achète une licence, on roule les modèles pour tout le monde et ça fait qu'on répond à une exigence réglementaire qui est essentielle pour nos clients. OK, wow. Fait que, dans le fond, le courtier a vraiment le contrôle sur une partie du contrôle sur le data, sur la compréhension et l'analyse, tu sais, encore plus que le réassureur, dans un sens. Non, mais je veux dire, vous préparez le dossier, vous pré-analysez, pré-souscrivez peut-être, je sais pas si c'est les bons termes, là. Mais il y a un gros travail d'analyse qui est fait, et non pas juste voici une présentation du portefeuille. Là, on se met à la place du réassureur.
OK. Pour toute négociation, on fait la même tarification qu'un réassureur, on fait la même analyse de modélisation d'un portefeuille qu'un réassureur va faire. Même que je dirais, j'ose dire, nous autres, chez Aon Réassurance au Canada, on est une centaine d'employés. À nous seuls, on éclipse probablement le nombre d'employés je regarde ma liste, quand je spécifie traité, Munich Re, Swiss Re, Hanover Re sont 4 souscripteurs traités au Canada. Fait que ils n'ont pas la capacité de faire la même analyse ici. Ils le font à Hanovre, en Allemagne, c'est certain. Ça, j'en doute pas. Ils le font très bien, d'ailleurs. Mais nous autres, ce qu'on fait, les ressources qu'on dédie et qu'on détient au Canada, justement pour faire cette partie-là du boulot pour nos clients, il n'y a rien qui accote ça dans le marché local, là. Puis, j'ai juste une petite question en parallèle, peut-être je devance un peu d'autres sujets, mais on parlait d'une centaine de courtiers chez Aon, c'est ce que tu mentionnais tantôt, si j'ai bien compris. D'employés, excuse-moi. De courtiers, on a une quarantaine, oui. Avec l'analyse et tout. Oui. Puis, on peut gérer combien d'assureurs dans une boîte comme ça? Est-ce que, parce que j'imagine, ça prend, vous le mentionnez, là, ça prend beaucoup d'employés, beaucoup d'analyses. On est en mesure d'en gérer un certain nombre restreint? Ou on peut nous donner une échelle un petit peu, là? Écoute, parce que j'ai pas le décompte de clients des Caraïbes. Au Canada, on dessert, le bureau à Toronto dessert autant les clients, les assureurs canadiens que les assureurs des Caraïbes anglophones. Donc, les Caraïbes, quand on parle du marché des Caraïbes, il y a le marché anglophone puis il y a le marché hispanique. Espagnol. Donc, et celui hispanique est traité à partir de Miami, OK, en partant. Donc, ça, c'est, je dirais, probablement un tiers de notre portefeuille au Canada. Mais si j'ignore ça, je dirais, si on inclut le A&H, accident, on aurait une quarantaine de clients, probablement. Mais un assureur peut avoir plus qu'un courtier par différentes lignes d'affaires ou pas nécessairement? Est-ce que c'est oui, possible? ça arrive. Ben, oui, ça peut arriver. Oui, par exemple, vous pouvez prendre en charge la responsabilité, puis un autre pourrait prendre en charge des biens. Oui, comme... Peut-être je simplifie, mais... Non, mais c'est... Non, écoute, si je fais du cyber, parce que je suis reconnu, on a tous les deux souscrit du cyber, d'ailleurs, du INO, mais ça se peut qu'il y a un assureur qui décide, bon, ben je vais faire affaire avec Aon parce qu'on a certaines capacités en cyber, par exemple, ou en cautionnement. Cautionnement, c'est un exemple, un excellent exemple également. Et puis, on va décider de faire affaire avec un autre courtier pour une autre spécialisation. OK. Fait que c'est un peu... Il y a des recoupements qui se font avec le marché des courtiers. OK. Les cheminements là, qui amènent les gens à devenir courtiers en réassurance, ça ressemble à quoi, grosso modo? On a parlé de beaucoup d'analyses. Il y a une fonction également représentation, j'imagine, là, au niveau de bien connaître les personnes clés chez les assureurs. Quel genre de profil qui est recherché par les courtiers en réassurance? C'est sûr que dans le domaine, il y a beaucoup d'actuaires, mais il n'y a pas que des actuaires. Alors, regarde, Alexandre et moi, on a plus un cheminement en finance, on a un bagage dans l'industrie de l'assurance, et c'est ça. Puis on apprend, puis on a appris le domaine, puis alors je dirais que c'est quand même, ça reste varié. Il faut être à l'aise avec les chiffres. Il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise avec les chiffres, ça, on ne se le cachera pas. Mais non, on n'est pas actuaire. On a des actuaires qui travaillent avec nous conjointement. Notre rôle, c'est de vulgariser qu'est-ce que les actuaires nous sortent. Parce que les actuaires parlent leur langage, OK? C'est assez particulier. Et puis, nous autres, nos acheteurs, c'est les dirigeants des compagnies d'assurance. Ils ne sont pas tous des actuaires, malgré que certains le sont. Mais à la base, c'est ça. Il faut être en mesure de le vulgariser. Donc, notre rôle, on représente le client au réassureur. On fait de tout. On va passer à travers des analyses techniques avec nos clients. On va travailler conjointement avec nos actuaires. On va faire des nouvelles affaires. On fait littéralement de tout. Donc, il n'y a pas un courtier qui est placeur au sein de notre groupe, là. On place, on déniche, on démarche. On présente directement aux acheteurs. Donc, c'est vraiment ça. En termes de cheminement,
écoute, connaissance Excel, connaissance ou confort avec la finance, très important. Je dirais également une aisance de communication à une audience sophistiquée. Ça, c'est assez particulier. Quand on est appelé à présenter à nos clients, c'est souvent soit des comités qui sont responsables pour l'achat de la réassurance ou la gestion du capital, ou directement des PDG d'entreprise. Donc, c'est ça. C'est un peu ce À quelques différences près, ça ressemble beaucoup à notre rôle de courtier, quand tu disais de passer du jargon de l'assurance à un langage que le client va comprendre. C'est un peu ce que vous faites aussi, magasiner, comprendre sa situation. Ça se ressemble en grande partie, hein, si je comprends bien. Oui, exactement. Tu sais, j'avais entendu votre podcast avec le monsieur de Northbridge. Monsieur Béliveau. Oui, Béliveau, c'est ça. Puis tu avais plugué la démystification de la réassurance pendant ce podcast-là, me semble. Puis je trouve, tu sais, je ricane parce que, tu sais, démystifier la réassurance, souvent, on a une certaine aura parce que c'est la réassurance, tu l'as dit au début, tu sais, c'est comme... Okay. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est tout à fait, exactement. C'est pareil comme ce que vous faites. Appliquer différemment. C'est ça. Puis lui, il nous avait parlé un peu plus de sa vision comme acheteur de réassurance. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir les deux côtés. Je peux ajouter un certain point par rapport à tout ça, c'est les libellés. Alors, bien entendu, il faut apprendre les chiffres, comme Alex l'a dit, parler le langage actuel, mais le côté libellé aussi, c'est le courtier qui rédige les libellés de traité de réassurance. Et c'est nous, le courtier, on est le gardien du traité. Alors moi, j'étais content d'apprendre ça quand je suis arrivé en réassurance, parce que quand j'ai fait le saut, je pensais que, étant assureur, j'étais des fois impliqué là, dans des projets au niveau de rédaction de mot à mot. Je pensais que ça allait plus être le cas. Mais non, j'ai eu une belle surprise quand je suis arrivé dans le domaine. Puis les libellés, cela dit, sont très différents. Alors, c'est pas la même structure que les libellés en assurance. C'est pas les mêmes clauses, les mêmes articles, les mêmes définitions. Alors il y a un apprentissage. Il faut bien connaître les libellés. Il faut, au niveau des libellés, bien entendu, bien connaître les exigences des réassureurs et les exigences de nos clients. Trouver le bon compromis là-dedans. Mais en bout de ligne, c'est nous qui gérons le... Comment qui monter le produit à quelque Comment part. qui monter le produit, oui. Sinon, ça serait trop compliqué. Si, des fois, sur un traité, il peut y avoir 10, 15, 20 réassureurs. Alors, si chacun exigeait leur propre libellé, ça viendrait compliqué. Là, il n'y aurait pas un libellé qui répondrait aux besoins d'un client. Parce que chaque client, chaque compagnie d'assurance est différente. Donc, c'est pas comme de l'assurance générale où est-ce que tu as une police automobile ou tu as une police habitation bien. Il n'y a pas de modèle. Non, exactement. Fait que c'est tout. Il y a quand même des articles dans nos libellés qui sont assez standardisés et qui ont été travaillés avec le temps au fil des ans, qu'on insère de façon automatique. Mais non, chaque contrat est monté individuellement. C'est très niché pour chaque client. OK. Je trouve que ça fait un beau pont vers c'est quoi la job du courtier en réassurance. Mais juste avant, on avait pris des notes sur le sujet d'actualité macro. Mm-hmm. Ça vaudrait peut-être la peine juste de toucher à ça avant de tomber dans vos tâches et vos fonctions, veut pas. Là. Ouais. Je ne sais pas si vous vouliez toucher ce point-là. Oui, on peut y toucher, oui. On parle d'un marché dur. L'industrie parle d'un marché dur depuis quelques années déjà. Ouais. Et je dirais que la réassurance a tardé à suivre à cet égard, malgré que dernièrement, les réassureurs ont modifié leur approche, ont augmenté la tarification, ainsi de suite. Donc, on est réellement dans un marché qui s'est durci en réassurance, autant au niveau des conditions que de la tarification en partant. Mais il faut penser au pourquoi de ça et pourquoi que ça a stagné au niveau de la réassurance en termes de réaction dans le marché. Il y a énormément de capacités présentement en termes de capitaux qui sont disponibles aux réassureurs pour subvenir aux besoins des clients. On parle de l'ordre de près de 700 millions de dollars qui sont disponibles dans le marché, 700 milliards de dollars qui sont disponibles dans le marché.
Depuis le début de l'année 2022, ce montant qui est disponible en capitaux pour le marché de la réassurance a réduit d'à peu près 10 %. Donc, on est passé d'à peu près 675 milliards à 600 milliards en date de juin 2022. C'est quoi qui fait en sorte que vous avez des capitaux qui sont disponibles pour la réassurance ou non? Encore une fois, on retourne au bilan financier. Le bilan financier, même concept qu'en assurance. Tu vends des polices, tu as des obligations de paiement de sinistre. En échange, tu gagnes des primes, ton aspect actif-passif est un matching qui se fait. Même chose en réassurance. L'autre élément qui est arrivé, qui est survenu en début d'année, évidemment, tu as les marchés, les rendements, la performance du marché économique à la bourse et les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui ont augmenté. Et quand on regarde les investissements, les portefeuilles d'investissement des réassureurs et des assureurs, c'est souvent des actifs, des investissements fixes. Okay? Donc, des obligations. Ces choses-là. Exactement. Donc, on parle des corrections de mark-to-market sur le bilan financier qui vont faire en sorte que les compagnies d'assurance, autant les compagnies d'assurance que les compagnies de réassurance, subissent des pertes financières. Ce qui va venir affecter leurs fonds propres, ce qui fait en sorte que ça limite le montant de capital qu'ils peuvent déployer dans le marché pour justement souscrire de la réassurance ou de l'assurance. Fait qu'ils vont être plus sélectifs au bout de la ligne. Exactement. Si tu as moins de capacité, tu as moins de... C'est supply-demand, la demande et l'offre. Tu as moins d'offres de disponibles. Et en lien avec ça également, de l'autre côté de la médaille, tu as l'inflation. Ouais. L'inflation va augmenter la demande. Donc, les assureurs, aujourd'hui, en termes de valeur de biens, vont demander de se procurer plus de réassurance, okay? Parce que toutes les valeurs augmentent et ils ont besoin de se protéger. Et le troisième lien avec tout ça, c'est les rendements financiers depuis les 20 ou 30 dernières années, quand on prend une vision de 50 000 pieds. Dans les années début 2000, le retour sur l'équité, le retour sur les capitaux en termes d'investissement tournait autour de, c'est ça, moi j'ai 10, ça c'était les réassureurs canadiens, ça tournait autour de 10 10,5 %. Mais aujourd'hui, on est près du 5, 6, 7 % en termes de retour sur l'équité. Donc les rendements ne sont pas là, les investisseurs ne sont pas satisfaits, tu as plus de volatilité dans le marché, tu as les changements climatiques qui font en sorte que la fréquence et la sévérité des catastrophes naturelles est plus abondante, plus fréquente. Les rendements ne sont pas là, les taux d'intérêt, l'inflation, tout rentre en ligne de compte pour faire que c'est le perfect storm qu'on appelle. Et le marché en réassurance finalement se durcit. Tandis qu'en assurance, le marché s'était durci déjà il y a 2 ans. Ouais, déjà 2 ans à cause de l'offre en termes de capitaux qu'on avait de disponibles sur le marché. On était capable de jongler avec ça et faire compétitionner les réassureurs pour sortir des bons résultats pour nos clients. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Fait que dans le fond, on n'est pas proche d'arriver à la fin de ce cycle-là nécessairement. Ah, loin de... Non, au niveau de la réassurance, là, c'est le marché dur, je dirais, commence. Okay. Puis, les sujets macro, comme tu disais, Alexandre, c'est ça. Alexandre, on a mentionné plusieurs. L'inflation, en ce moment, là, au niveau des réassureurs, c'est vraiment... Là, ça a un gros impact. C'est le sujet. Ils sont vraiment curieux. Ils veulent savoir comment les cédantes approchent les actions qu'ils prennent par rapport à l'inflation sur les valeurs de leur portefeuille. Parce que, c'est sûr, ils sont touchés directement, surtout pour des traités ou de la réassurance non proportionnelle. On a parlé de rétention tout à l'heure. Mais si les valeurs assurables à cause de l'inflation augmentent, mais la rétention, elle est frappée beaucoup plus rapidement. Alors ça met une pression sur les taux que les réassureurs veulent charger. Et ça met une pression aussi pour que les rétentions, les points d'attachement des traités soient augmentés aussi. Alors, si je peux rajouter pour la responsabilité, là, on est plus en situation d'assurance des biens, on parle des valeurs qui augmentent, mais l'inflation, ça touche aussi la responsabilité civile parce que on parle des règlements en responsabilité civile, ça se passe sur plusieurs années, on dit que c'est du long tail. Mais quand ça prend plusieurs années à régler un sinistre, mais c'est sûr que le volet inflation, à chaque année, entre en ligne de compte. Alors, ça a un impact aussi sur les portefeuilles de responsabilité civile. Alors, ça, c'est... Ouais. Fait que malgré que les résultats là, je fais de l'interprétation, là, mais des assureurs généraux
sont en amélioration quand même depuis les 2-3 dernières années. Tu sais, les portefeuilles se sont beaucoup améliorés au niveau de la rentabilité. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on arrive à un peu plus d'ouverture de ces assureurs-là au niveau ramollissement peut-être du marché à cause que là, c'est le marché de la réassurance qui va les garder de façon, on va dire systématique, mais encore un peu plus longtemps au niveau du marché dur. C'est sûr que ça fait un effet domino. Quand les primes de réassurance augmentent, ben, ça peut avoir un impact sur les primes des assureurs. Alors, oui, il va y avoir au cours des prochaines années, ou la prochaine année, certains, là, cet impact-là. Ouais. Je trouve ça vraiment le fun, ça, ce sujet-là macro, parce que là, ça vient rapidement d'éclaircir un paquet de choses, puis on vient de voir, en tout cas, j'espère que les auditeurs ont bien suivi, mais on a bien imagé tout l'impact que ça a de l'assureur jusqu'aux tranches supérieures. Puis il peut y avoir des impacts sur la prime, mais également sur les produits d'assurance. On a parlé de cyber tout à l'heure. Les résultats ne sont pas très bons là, pour les réassureurs, les assureurs qui font du cyber mondialement. Alors, ça aussi, c'est scruté. Les réassureurs posent des questions ils veulent savoir des détails sur le portefeuille cyber des cédantes. Et ça va jusqu'à le produit, dans le sens que ça peut avoir une influence, des fois, dans la rédaction d'un traité. Il peut y avoir une clause par rapport au cyber, est-ce que c'est couvert, c'est pas couvert, que ça soit clair. Ça peut aussi influencer comment la couverture cyber est approchée au niveau des assureurs. Alors, il y a un effet domino aussi au niveau des produits. Même chose, d'autres exemples de sujets macro, les maladies transmissibles. On en parle un peu moins, mais au cours des 2 dernières années, moi, quand je suis arrivé en réassurance, j'étais là-dedans. Alors, comment qu'on adresse ça dans les libellés des traités? Qu'est-ce que les cédantes, qu'est-ce que les assureurs font par rapport à cet exposé-là? Alors, c'est sûr qu'il y a eu des modifications, des fois, dans les produits, puis ça peut faire boule de neige. Ouais. Tu touches à tes débuts, à ton expérience. Ça pourrait peut-être nous amener au rôle du courtier et le travail que vous avez à faire. Tu l'as exposé un peu, là, mais on pourrait... Ben oui. Comment... Moi, ça se passe, mettons, un nouveau dossier, ou mettons, passons à un nouveau dossier. Là. Vous avez un assureur qui vous appelle, ou il a été sollicité d'une certaine façon, il décide de faire affaire avec vous. Comment ça se passe? Là, comment se passe le déroulement, exemple, là, on va appeler ça une nouvelle affaire, disons? Je dirais la première étape, c'est la collecte des données. Une fois que la relation est établie avec notre client, puis on en a parlé un petit peu là, dans les dernières minutes, il y a le volet, les collectes de données quantitatifs. Alors, bien connaître le portefeuille de notre client au niveau de l'expérience de perte, au niveau de l'évolution des primes écrites, primes acquises. On veut savoir le passé puis les projections des primes. Aussi, Alex l'a mentionné, tous les exposés. C'est quoi les exposés du portefeuille? Combien de polices? C'est quoi les limites de chacune des polices? Les valeurs assurables? Combien de produits d'assurance? Situation géographique? Alors, tous ces éléments-là, c'est dans des fichiers Excel qu'on reçoit ça, bien entendu. Mais ça doit être énorme. Là, ça doit être lourd là, à traiter là, quand vous recevez tout le paquet. Là, il y a quelques onglets dans les fichiers Excel. Mais ça, c'est le premier élément dans la collecte de données, tout ce qui est quantitatif. Ça va servir dans nos exercices de modélisation, comme on mentionnait plus tôt, et dans la tarification technique qu'on va faire avant d'aller au marché. Mais il y a des éléments, comme je parlais tout à l'heure, très importants, qui sont les données qualitatives et qui peuvent avoir un impact également sur la tarification, ultimement, ou les conditions qu'on va recevoir des réassureurs. Et je le mentionnais, tout ce qui est l'expertise de souscription d'un assureur par produit, quelle est l'approche dans la gestion des réclamations chez l'assureur? Ça, les réassureurs, ils veulent savoir l'approche dans la gestion des... C'est super important. C'est-tu des gens à l'externe, à l'interne? Ils ont-tu un service de prévention? J'imagine c'est... OK. Les initiatives par rapport justement à la prévention, la gestion des risques, la direction. La direction, c'est quoi l'expérience et l'expertise des dirigeants? C'est un élément que les réassureurs veulent savoir. C'est quoi leur track record? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? On ne se le cachera pas. On dresse une liste sans nous la montrer. C'est qui les souscripteurs ou les compagnies d'assurance qui sont un peu plus cowboys? On va retrouver les mêmes noms sur la liste. Les mêmes noms qui reviennent, qui se promènent d'une... Puis regarde, à la base de la souscription de réassurance, c'est la souscription de gens.
OK? Parce que c'est ces gens-là qui vont mettre en place les processus, les protocoles qui vont faire que la compagnie fait ce qu'elle fait ou va diverger un peu de ce qu'elle est supposée de faire. Et on les connaît. C'est lesquelles, ces compagnies-là. Et le revers de la médaille, c'est on sait c'est lesquelles les compagnies qui performent les mieux. Okay? Et c'est ces compagnies-là que tous les réassureurs s'arrachent pour participer le plus possible sur leur programme parce qu'à long terme, ils vont surperformer leur pair dans le marché. Okay? Que ce soit en sélection de risque, que ce soit en sélection de personnel. Okay? On parle de guerre de talent présentement. Si une compagnie est mieux gérée, elle va avoir du succès pour attirer les meilleurs gens qui vont faire en sorte qu'à long terme, ils vont mieux performer. Donc, tout ça rentre en ligne de compte pour déterminer est-ce que ce risque-là est un bon risque. Moi, en tant que réassureur, je veux mettre ma mise sur cette compagnie-là. Donc, c'est à notre... c'est notre job. Ouais. C'est notre job. Il faut vendre notre client. Il faut le présenter sous ses meilleurs angles. Comment vous présentez ça? Attends. J'ai juste une question parce que je trouve ça intéressant. On parle de personnes. Est-ce qu'un assureur qui fait du direct versus du courtage ou des deux va être regardé d'une façon différente? Parce que son modèle de distribution, on ne veut pas être impacté dans ce sens-là. Peut-être les résultats, peut-être la gestion à l'interne. C'est quelque chose que vous regardez aussi, j'imagine, qui est classé d'une... Oui, on l'expose dans la soumission qu'on va offrir aux réassureurs. Comment qu'un réassureur va le percevoir dans sa sélection de risques, ça, je pourrais pas te le dire. Mais c'est certain que, puis même la constitution légale de l'entreprise également, est-ce que c'est un assureur qui est coté en bourse? Okay. Est-ce que c'est une petite mutuelle? Donc, tous ces éléments-là font en sorte qu'ils vont avoir soit des réassureurs qui vont être plus attirés envers ce genre de clientèle-là parce qu'eux-mêmes font leur propre segmentation et ont leur propre target market, si on veut. Je pense à CCRE, la mutuelle prédominante en France qui a une filiale de réassurance au Canada. C'est un superbe réassureur qui s'identifie super bien avec les mutuelles, par exemple. Okay? Je les adore et je les salue, d'ailleurs. Donc, oui, il y a ça. Au niveau de la distribution, oui, tout à fait. Quand on parle de distribution, soit en direct ou via courtier, il y a des questions ou des façons que le produit va être distribué ou géré à travers le réseau de distribution que les réassureurs vont vouloir savoir. Et ils vont poser des questions par rapport à ça. Comment, exemple, tu peux avoir un portefeuille où est-ce que tu fais de la distribution multi-canaux. Oui. Le réassureur va vouloir savoir comment que ce portefeuille-là performe en direct versus en agence versus en courtage indépendant. Et ça va former son opinion du risque. Oui, je comprends. Fait que, dans le fond, rendu là, présentez ça aux différents réassureurs de... Pas encore. OK, vous n'êtes même pas rendu là. OK. Non, ça, c'est les données. Puis avec les données qu'on a, bien, c'est sûr, nous, on les analyse. Nous, on pose des questions, on valide certaines choses avec nos clients. Ensuite, ce qu'on va faire, mais il faut identifier. La première chose, il faut identifier c'est quoi leurs besoins. C'est quoi leur tolérance au risque, leur appétit par rapport au risque. Alors, on va les aider à prendre cette décision-là. Bon, puis ça c'est le niveau de tolérance au risque. Là. Ça, c'est tout prédéterminé dans un document que chaque assureur devrait avoir sous la main en termes de gestion des risques. Gestion des risques en matière de réassurance. D'ailleurs, il y a une ligne directrice du BCIF et de l'AMF qui traite justement de ce sujet-là et qu'est-ce que devraient les points ou les sujets qui sont énumérés dans ce document-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, oui, est-ce qu'on achète à un certain niveau, à un certain seuil, est-ce qu'on veut se protéger à X montant? Est-ce qu'on a un TCM en particulier? C'est quoi un TCM, un test minimum de capital? Quelle est notre propre exigence? Nous autres, même à l'intérieur, nous autres, on a ouvert notre compagnie d'assurance, on a décidé, nous autres, on veut être
capitalisé à un niveau TCM de 250. OK? Mais l'autre assureur de l'autre côté de la rue, lui, il peut dire, ben moi, je suis une mutuelle. Si j'ai besoin de faire une levée de fonds pour aller subvenir à mes besoins, je ne peux pas faire une levée sur les marchés. Tu ne peux pas aller acheter les nouveaux actionnaires. Là. Exactement. Fait que toi, ton niveau, ton seuil de tolérance au risque est complètement différent. Puis tu peux avoir un TCM de 800% comparativement à 250%. Fait que ça, c'est tout déjà préétabli. Là. Donc, on essaie d'identifier ça. Oui, puis c'est ça. On fait des exercices de modélisation au niveau aussi événements catastrophiques. Alors, on a leur portefeuille, on a les données, on les guide avec voici ton sinistre maximum probable en tremblement de terre pour un événement qui arrive à chaque... Ça sauter une étape. C'est pas nous autres qui faisons ça. Là. On a l'équipe de modélisation. Oui, on travaille en équipe. Ce que je voulais dire, c'est qu'on fait ça. Mais le courtier. Le courtier, avec son équipe. Non, tu as bien raison, Alex. Je pensais qu'il me montre tout ça. Non, rendu là, c'est sûr. Comme je le disais, là, ça prend des ressources analytiques pour faire une équipe de courtage en réassurance. Et bien entendu, on a des actuaires qui travaillent avec nous, des experts en modélisation. Oui, c'est ça, exactement. On travaille ensemble, puis ensuite, on présente ça aux clients, bien entendu. Ensuite de ça, on va choisir, il faut aider notre client à choisir le bon produit de réassurance. Alors, on connaît la tolérance au risque. Maintenant, quel type de traité qui est adéquat pour répondre à leurs objectifs stratégiques financiers, la rétention, quelles limites ils devraient acheter, la structure, en fait, du programme de réassurance, ça, faut travailler à déterminer ça avant d'aller au marché. Alors, nous, avec nos collègues, bien entendu, on présente différentes options à nos clients. Donc, dans le fond, vous allez voir plusieurs réassureurs. Non, on n'est pas encore allé voir les réassureurs. Okay. Non, on travaille tout Moi, j'ai hâte, là, je suis comme... avant d'aller au marché, il y a beaucoup d'étapes. OK, fait que vous montez un peu à quoi ressembleraient les couvertures que vous allez proposer les options, aux réassureurs. Différentes options, puis on est capable de faire la tarification technique avec nos collègues actuaires. On a les données, fait qu'on peut même donner une idée à notre client combien... Après, on pense que ça pourrait coûter sur le marché en termes de primes de réassurance. Alors ça, c'est tous des outils pour les aider à prendre les bonnes décisions. OK. Et après ça, on va pas sur le marché tout de suite. Non! Tu vois, moi, c'est la partie que j'aime le plus. Je pense qu'il reste le volet libellé aussi. Il faut rédiger un libellé avant d'aller au marché. Exact. Oui. Puis j'en ai parlé tout à l'heure, alors je ne vais pas revenir, mais on prépare le libellé. Puis ensuite, je pense qu'on a tout. C'est pas mal tous les éléments. Après ça, on est pas mal prêt à... Oui, on est pas mal prêt à... La présentation chez le réassureur. Puis avec un nouveau client, ça va dépendre également du niveau de confort du client. Mais pareil comme dans le domaine bancaire, si tu veux faire un IPO, tu fais un roadshow, OK, pour tes investisseurs. Bien, j'en ai déjà fait avec des clients. OK? C'était un nouveau client en 2016 dans le domaine de la réassurance. Il n'était pas réassuré auparavant. Et c'était un client qui était méconnu de tous les réassureurs dans le marché canadien. Mais on a fait un roadshow. Et puis, on a organisé des rencontres. Et puis, fait que roadshow, c'est juste pour que les gens comprennent bien, c'est que vous avez fait le tour du marché, aller le présenter en personne aux réassureurs un peu partout. Exactement. Okay. Faire des rencontres en personne pour qu'on se regarde dans le blanc des yeux puis dire, regarde, voici le CFO de cette compagnie-ci. Il n'était jamais réassuré auparavant, ainsi de suite. Donc, ça, quand un client est capable d'articuler c'est quoi exactement sa stratégie, ses besoins eux-mêmes et ils sont à l'aise à le faire, nous autres, évidemment, ça nous facilite énormément la vie. Donc, il y a cette opportunité-là. Et puis, quand ce n'est pas un roadshow pour un nouveau client en particulier, bien, nous autres, à même notre entreprise, on en organise un en amont, avant les renouvellements. La grosse date de renouvellement en réassurance, c'est le 1er janvier. Ça représente à peu près 70% de notre chiffre d'affaires dans une année. On est dedans, puis dans 3 semaines, on a notre rendez-vous Aon canadien qui va avoir lieu à Mississauga. Et on on invite tous les réassureurs avec qui on fait affaire dans le monde. Donc, il y a des réassureurs d'un peu partout au monde, dans le monde, qui viennent à Toronto, à Mississauga. Et tous nos clients. Donc, on les regroupe et ça permet un échange efficace en termes de stratégie et des updates opérationnels de nos réassureurs, de nos clients
aux réassureurs. Et les réassureurs, du fait même, là, partagent également leur stratégie dans le marché actuel. Ah, c'est intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Tout ce que vous nous partagez là, c'est vraiment... je pense que c'est important qu'on comprenne, comme professionnel, qu'on soit... Parce que c'est sûr que c'est pas la plupart des gens qui opèrent en réassurance. Donc, qu'on comprenne la mécanique derrière tout ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est très pertinent. Une fois que la présentation est faite, le roadshow est fait, un réassureur, 2 réassureurs, 3 réassureurs viennent à la table. Vous analysez les conditions. C'est un peu comme ça que ça se présente? Oui, il va y avoir typiquement des réassureurs qui vont prendre des positions plus de lead, si on veut, des positions d'appariteur, parce que ça va être des marchés qui vont offrir des cotations. C'est souvent des marchés qui ont plus d'expérience dans une géographie en particulier, ou bien qui ont les ressources, les capacités soit actuarielles ou les connaissances historiques dans une branche d'affaires pour être en mesure d'offrir des cotations. Et on va recevoir ces cotations-là. Puis en arrière-scène, on va avoir d'autres réassureurs qui vont être des réassureurs suiveurs, qui ont tout simplement des capitaux à déployer pour aller chercher du rendement, mais n'ont pas nécessairement une volonté ou une capacité d'offrir des cotations techniques sur chaque risque qu'ils vont souscrire. Donc, rendu là, c'est tout simplement, voici une tarification qui a été offerte. Le client est prêt à offrir son programme de réassurance à une certaine tarification suite au marchandisage qui a été fait. Et on va avoir une souscription syndiquée auprès des réassureurs avec un ordre ferme qui a été établi par rapport au marchandisage qu'on a fait. Ça, c'est différent. C'est différent dans l'exercice par rapport à l'assurance. Oui. Alors, qu'avec des marchés coteurs, des marchés qui vont attendre des ordres fermes, une tarification décidée, puis décider est-ce que j'embarque ou non. Alors, c'est ça. C'est une petite différence. Fait que vous connaissez vos réassureurs lead versus ceux qui vont être... Oui, je dirais. Puis on veut avoir un bon réassureur de renommée qui est bien réputé dans le marché pour être capable justement d'aller chercher les capacités de réassureurs suiveurs par la suite. Okay? C'est la même notion historique sur laquelle que le Lloyd's a été établi. On a tous les souscripteurs de renommée qui sont au premier étage, puis les souscripteurs de moins renommée qui sont au 4e étage, qui sont plus suiveurs. C'est le même concept un peu en réassurance. Donc, étant en réassurance, on est justement un souscripteur du 4e étage qui s'en vient au podcast. Non, c'est pas vrai. On est plus éloigné du risque, donc encore plus important d'avoir de la crédibilité au tout début. Donc, il y a un point que je veux mentionner, c'est une fois qu'on reçoit les cotations, on fait une analyse des cotations poussées et on présente les cotations, ça c'est un peu comme ça, à notre client, mais faut bien les guider, il faut qu'ils prennent une bonne décision par rapport à c'est quoi les ordres fermes qu'ils veulent choisir par rapport aux conditions, par rapport à la tarification. Alors, il faut être agressif, mais il faut quand même être stratégique parce que si on va sur le marché puis on présente les ordres fermes, il faut quand même que le traité soit placé à 100%. Alors, il faut trouver la capacité. Il n'y a plus d'hésitation. Quand il est présenté, c'est généralement, c'est des ordres fermes. Alors, faut trouver l'équilibre entre les termes les plus avantageux pour notre client, mais également, il faut s'assurer qu'on va être capable de placer ça. Nos clients le savent et on les guide, on les aide à prendre cette décision-là. Ça ne doit pas se régler sur un téléphone, non, dans une conversation, ce genre de dossier. Hein? Non, souvent pas. Et puis, je dirais que ces derniers temps, c'est arrivé où est-ce qu'on a dû, pas moi personnellement, mais on a dû retourner au marché. Si on met un ordre dans le marché pour un traité, et puis on a mal jugé, ou le marché a tout simplement, en dedans de 3-4 semaines, le marché a changé, ça peut être si rapide que ça, et on n'est pas en mesure d'obtenir un 100% d'autorisation de réassurance. Et le client exige un placement à 100%, on doit retourner sur le marché. Mais là, moi, je cogne à la porte une deuxième fois chez le réassureur. Le réassureur, il sait que j'ai pas été capable de clairer le marché, si on veut.
comment tu penses qu'il va réagir? Ouais. Il va donner ses conditions. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, on veut pas manquer le tir du premier coup. On essaie d'éviter des situations comme ça. Bien Exact. entendu. Exact. Non, mais en tout cas, je pense que c'était bien. Là, on a vraiment vu le parcours d'un dossier de réassurance traitée. Je pense que j'ai bien compris, et non pas en facultatif. Ouais. Je pense que le processus pourrait se présenter également au niveau facultatif, qui est peut-être un petit peu moins long et ardu. Mais je pense que c'est un peu la même dynamique qui se reproduirait dans un sens. Non? Pour donner une idée aux gens, là, tout ce travail-là, ça se fait combien de temps en amont? Combien de temps avant le renouvellement vous devez monter vos dossiers, préparer, faire les premiers contacts? Tu vois, en moyenne 4 à 6 mois. OK. Alors, c'est beaucoup de travail. Là, pour, même un peu plus, parce que souvent, les données qu'on va recevoir pour un renouvellement au 1er janvier, les données nous sont envoyées en date du 30 juin ou du 30 juillet, par exemple. Donc, on envoie déjà, on amorce déjà un renouvellement avant le 6e mois d'avance. Mais où est-ce qu'on commence vraiment à enclencher? Là, c'est en dedans de 4 à 6 mois. Là. Ouais. Donc, présentement, fin octobre, là, au moment où on enregistre l'épisode, vous êtes dans le... on travaille dans le vif fort. de... C'est bon. Mais je pense qu'on va bientôt être capable de vous libérer et vous laisser retourner à ces analyses-là. Avez-vous peut-être une dernière chose que vous aimeriez partager ou quelque chose que vous entrevoyez pour l'avenir de la réassurance? Je pense qu'on a traité de beaucoup de choses, mais y a-t-il un secteur que vous croyez qui serait intéressant qu'on creuse plus pour une prochaine fois, sinon? On n'a pas parlé beaucoup des changements climatiques. Alors, c'est sûr que ça touche l'industrie de façon générale et beaucoup les réassureurs avec les plusieurs traités catastrophes qui sont mis en place. Alors ça, c'est sûr qu'on suit ça, puis ça évolue vite. Et l'expérience passée n'est pas nécessairement avec les changements climatiques l'expérience future. Alors, ça devient difficile à modéliser, à prévoir. Beaucoup de périls secondaires de plus en plus qu'on voit. Alors, des périls secondaires, c'est pas des tremblements de terre, c'est pas des ouragans. Alors, c'est des catastrophes, mais plus petite envergure, mais qui font très mal. Puis il y en a plus, l'exemple au mois de mai, la tempête de convection derecho qui a frappé l'Ontario, le Québec. C'est un exemple, ça a coûté 1 milliard, mais ça, des événements comme ça dans l'avenir, il va y en avoir de plus en plus. Alors, ça va être un défi pour l'industrie à faire face à ça. Puis je pense que c'est déjà comme ça, mais je pense qu'il y a un partenariat avec les gouvernements qui va se décider, mais c'est quelque chose qui va évoluer. Je suis content que tu partages ça. On en parlait justement aujourd'hui. On planifie nos prochains épisodes, puis le sujet des changements climatiques est venu dans la discussion. Fait que certainement qu'on va être à la recherche d'un ou une experte qui pourrait venir en discuter avec nous. Donc, si après vous avez des suggestions, on va être tous à l'écoute. Je suis content d'avoir mis la table. Ben oui. Alors, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Ça l'a passé extrêmement rapidement. J'ai plein de questions que je n'ai pas posées, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Mais en même temps, je trouve qu'on a mis la table. Puis pour moi, en fait, je vous remercie parce que ça a éclairé beaucoup de questions que je pouvais avoir déjà sur la réassurance. J'ai déjà une meilleure idée. Je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez donné beaucoup d'informations. Je vais pouvoir réécouter l'épisode puis me faire une tête là-dessus. Mais vraiment, un gros merci. Sachant aussi que vous êtes très occupé à ce temps-ci de l'année, donc on l'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps pour nous aujourd'hui. Bien, pour moi, de partager du contenu comme ça sur une plateforme que vous nous offrez, c'est moi qui vous remercie. C'est une première pour moi. Puis moi, j'apprécie énormément avoir une plateforme comme Accident de parcours au Québec, produit par vous. Je pense que, regarde, chapeau. Merci. Ouais, merci, c'est bien apprécié. Dernière chose, je voudrais remercier nos partenaires qui sont la Banque nationale, l'entreprise Crew et également Primaco, il ne faut pas les oublier, qui est notre partenaire principal. Mais on remercie aussi la coalition qui ont participé cette année qui nous aide au niveau de la diffusion, de la promotion du podcast. Donc, merci. Oui, bravo les gars. Merci. Merci à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.